Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, le podcast va être une étude du syndrome du contacté. Alors, j'ai déjà abordé ça, mais là, je vais étudier ça beaucoup plus en profondeur par l'intermédiaire de cas précis. Et ensuite, on analysera les implications et on verra comment tout cela est connecté directement aux entités sans âme. On abordera également un thème nouveau que je développerai dans d'autres podcasts et surtout dans d'autres conférences. Donc accrochez vos ceintures, ça va aller très loin. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible. Donc, c'est un livre qui est sorti en début avril 2025, donc qui est tout récent. Et c'est un livre qui parle de la manière dont les entités nous manipulent. Et notamment au niveau du temps, au niveau des pensées intrusives. J'aborde également très longuement les abductions, les contacts. On parle aussi des événements récents de l'actualité, notamment ce qu'il y a derrière la sélection du canard. On parle aussi des inserts holographiques, de la notion de tulpa, de la notion aussi d'intelligence artificielle, comment les intelligences artificielles participent au système de contrôle. Et surtout, on donne des pistes simples pour transcender le système de contrôle des entités sans âme. Donc c'est un livre où il y a énormément d'informations nouvelles, des témoignages inédits que j'ai mis avec Léna 3 ans à écrire. Donc c'est un livre, c'est 3 ans de travail et on en est vraiment content. Donc vraiment, allez-y, commandez-le. Il est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. Sachez également que le samedi 5 juillet 2025, donc le samedi qui vient, on organise une conférence en présentiel de 12h à 18h sur un thème extrêmement important. C'est le thème des pensées intrusives, des interférences et de la possession. Pourquoi ? Parce que les pensées intrusives nous concernent tous, ainsi que les interférences, mais la possession totale concerne des millions de personnes. Et c'est même ce qui fait bouger cette réalité. C'est en gros via la possession, entre autres, que la réalité est contrôlée. Donc, c'est une conférence hyper importante parce que le sujet est tabou. Absolument personne n'en parle. Par exemple, quand on va dans une librairie ésotérique, il y a extrêmement peu de livres sur la possession, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne ou au Portugal. Pourtant, la possession, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans notre réalité. C'est quelque chose qui est bien différent de ce qu'on peut imaginer et c'est connecté au système de contrôle. Donc, c'est vraiment une conférence en présentiel très importante. Donc, elle aura lieu à Paris le samedi 5 juillet 2025 de 12h à 18h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet. Donc, vraiment, inscrivez-vous, venez, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Le dimanche 6 juillet 2025, j'organise avec Léna une visite guidée conférence de 13h à 18h sur un thème extrêmement important et extrêmement intéressant. Le thème, c'est le lien entre le transhumanisme, les Néphilim, le programme spatial secret et la notion d'hybride.
Et dans cette visite guidée conférence, on parlera de manière très détaillée de ce que sont les néphilim, comment c'est connecté au transhumanisme, et on introduira également la notion de programme spatial secret, et on verra que c'est vraiment connecté au transhumanisme. Et on verra que les implications, c'est que les anges déchus sont vraiment incarnés dans la matière, et que des films comme Rosemary's Baby, par exemple, décrivent une réalité. Donc, je n'en dis pas plus. Pour ceux que cela intéresse, le lieu de départ de cette visite guidée conférence qui aura lieu à Paris le dimanche 6 juillet 2025 de 13h à 18h et devant le métro Notre-Dame-des-Champs. Donc à la sortie du métro Notre-Dame-des-Champs. De toute manière, il n'y a que 2 sorties très proches les unes des autres et sur le même îlot au milieu du boulevard Raspail. Donc le métro Notre-Dame-des-Champs est situé sur le boulevard Raspail, Paris, 6e arrondissement. Et le départ de cette conférence, c'est le dimanche 6 juillet 2025 à 13h. Donc venez-y nombreux parce qu'il y aura vraiment des informations inédites et hyper importantes. Sachez également que l'on organise un webinaire en direct le samedi 12 juillet 2025 de 18h à 22h sur un thème hyper important également. Et le thème du webinaire du samedi 12 juillet 2025, c'est le remplacement de l'humain et son lien avec la fausse lumière. Donc ça aussi, c'est un thème extrêmement important, extrêmement d'actualité. C'est connecté aux intelligences artificielles, c'est connecté au transhumanisme, c'est connecté aussi à toute la mascarade de la Confédération galactique, c'est connecté aux anges déchus. Donc, c'est un webinaire vraiment important qui aura lieu en direct le dimanche 12 juillet de 18h à 22h. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, je mettrai le lien pour ce webinaire juste en dessous de ce podcast. Sachez également que vous pouvez nous soutenir en vous inscrivant, en vous abonnant à notre site au-delà de l'illusion.fr. Et pour vous abonner, vous pouvez désormais passer par le site librairiedubonheur.com. Donc, il y a 3 formules différentes d'abonnement. Une formule de 1 mois, une formule de 3 mois ou une formule de 12 mois. En vous abonnant à notre site au-delà de l'illusion.fr, vous avez accès à 2 podcasts inédits chaque semaine. Donc, il y a des centaines d'heures de podcasts inédits. Et en plus, vous soutenez notre recherche. Donc, si vous vous abonnez à notre site au-delà de l'illusion.fr, on vous active le compte sous 24 heures. Donc, je mettrai le lien pour vous abonner juste en dessous de ce podcast. Et maintenant, assez bavardé et place juste au podcast. Et ce podcast, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Et en fait, j'ai reçu plusieurs mails de personnes qui me disaient de décrire plus précisément ce qu'est le syndrome du contacté. Et j'avais déjà fait plusieurs podcasts sur ça ou sur ce thème, mais ces podcasts manquaient d'exemples précis. Là, je vais donner vraiment des exemples précis. Le syndrome du contacté, c'est quoi? C'est que quand une personne rencontre une entité sans âme, l'entité sans âme va, d'une manière ou d'une autre, suivre la personne. Alors, il y a des degrés divers, mais disons que personne qui rencontre une entité sans âme reste indemne. Heureusement, pour beaucoup de personnes, ça se
Ça se manifeste par des interférences, par des phénomènes paranormaux, mais pour un certain nombre de personnes, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. En d'autres termes, quand une personne rencontre une entité sans âme, très souvent, un lien se crée entre la personne et l'entité sans âme. Et ce n'est pas un lien positif. C'est un lien pour vampiriser, pour prendre le louche. L'entité sans âme va s'accrocher à la personne et va suivre la personne. On ne parle pas forcément de possession ni d'interférence, on parle d'entités qui suivent la personne. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et beaucoup de personnes qui ont eu des abductions connaissent ce phénomène de syndrome du contacté, puisque beaucoup d'abductés, au-delà des abductions, vont également vivre des phénomènes paranormaux. Et certains phénomènes paranormaux sont connectés aux entités sans âme, notamment des phénomènes de poltergeist, des phénomènes aussi d'incendies spontanés qui vont se produire très souvent. Par exemple, beaucoup de contactés ont subi, suite à leur contact, des incendies. Or, les entités sans âme, qui sont derrière une grande partie des contacts et derrière certaines apparitions d'entités, sont des entités de nature plasmatique. Or, le plasma est associé au feu, puisque le feu est un plasma. Donc, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Beaucoup d'abductés aussi vont avoir des problèmes financiers, et ça, c'est directement connecté au syndrome du contacté. Des problèmes aussi de couple. Les entités séparent les couples, et ça, c'est par le phénomène du love bite, où les entités sans âme jouent avec les couples, empêchent les couples de se retrouver ou séparent les couples existants. Le film L'Agence montre ça, et puis beaucoup d'abductés vont avoir des problèmes de santé extrêmement sérieux et beaucoup de maladies chroniques et de choses comme ça qui peuvent tuer les abductés. Donc c'est le syndrome du contacté, c'est ça. Et tout cela, c'est connecté à ces entités qui se fixent aux abductés et qui affectent les abductés au niveau financier, au niveau amoureux et aussi au niveau des relations amicales aussi, parce que beaucoup se retrouvent isolés, et aussi au niveau physique. Donc voilà, c'est quelque chose qui va très très loin. Ensuite, il y a toute une composante psychique avec ce phénomène du love bite, puisque par les pensées intrusives, les entités sans âme vont générer très souvent des cauchemars, elles vont rentrer dans les rêves des personnes, elles vont manipuler les pensées, elle va manipuler les pensées de la personne via les pensées intrusives. Donc ça va très loin et ça peut aller jusqu'à la possession. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, le syndrome du contacté, c'est quelque chose qui affecte à tous les niveaux. Et c'est lié au fait que les entités sans âme vont suivre la personne. Quand il y a un contact, une abduction, une connexion se crée. Cette connexion va être utilisée par les entités sans âme pour vampiriser le louche, prendre l'âme, prendre l'énergie psychique et parfois prendre la vie littéralement de l'abducté et du contacté. Donc, par exemple, Howard Menger, un contacté américain, donc qui avait rencontré des entités de type vénusien et autres, donc des entités d'aspect humain. Ces entités sans âme, ces entités étaient en fait des entités sans âme de type djinn, démon, peu importe comment on les appelle, qui prenaient une forme humaine. Et Howard Menger a été contacté physiquement par ces entités.
Je dis bien physiquement, puisque ces entités sont physiques, même si leur physique est différente de la nôtre. S'en est suivi, et on peut le voir quand on lit son livre Mes amis, les hommes de l'espace, une destruction à tous les niveaux. Déjà, une destruction financière, beaucoup de problèmes financiers. Ensuite, il a réussi à transcender ça, et je vais expliquer ça, et je vais expliquer pourquoi un petit peu plus loin. Ensuite, des problèmes, littéralement, son fils est décédé, donc ça a été quelque chose d'absolument catastrophique. Ensuite, il a eu des problèmes aussi de couple, puisqu'il s'est séparé de sa première femme. Ensuite, il s'est mis donc avec une seconde femme qui était aussi instrumentalisée par les entités du reste. Heureusement, le Menger et sa seconde femme ont compris que les entités les manipulaient et plus ou moins se sont écartés de tout ça. Ils ont compris, ils ont continué à parler des entités et tout, mais ils ont compris qu'il y avait une manipulation. Il le disait du reste, même il le disait dans ses livres, il a même dit dans des interviews et tout, de manière intelligente, mais on voyait bien qu'il avait compris qu'il avait été manipulé. Donc ça, c'est hyper important, mais ça lui a vraiment coûté énormément. Donc littéralement à tous les niveaux. Donc pourquoi le syndrome du contacté est-il connecté à ces entités vénusiennes qui disent être positives? Tout simplement par la fausse lumière, parce que en fait la plupart des entités non humaines qui disent être des positives, qui disent être des frères de l'espace, membres de la Confédération galactique, sont des entités sans âme qui, par leur technologie, modifient leur apparence. Et quand on regarde bien, on se rend compte que beaucoup de phénomènes paranormaux sont connectés à ces entités sans âme, puisqu'elles se manifestent en fonction de nos croyances. Elle se manifeste aussi en fonction de l'époque et en fonction du formatage. Par exemple, pour quelqu'un donc qui a grandi dans une grande ville, qui a eu accès à de la science-fiction, qui est branché sur Internet et tout, les entités vont prendre l'aspect de galactique, et ça a été bien compris par des chercheurs comme John Keel et même Jacques Vallée et tout, il faut le savoir. Après, voilà, Jacques Vallée, c'est autre chose. Ce qu'il y a derrière lui, c'est autre chose, mais au moins, il avait compris ça. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Beaucoup de chercheurs avaient compris ça. Et ces entités, elles s'adaptent aussi au système de croyance. Si une personne n'est pas dans la religion, elles prendront un aspect de fantôme, par exemple, ou bien un aspect de galactique, ou bien elles se montrent sur leur aspect réel, qui est cet aspect djinn, démon, reptilien. Si la personne, par exemple, est dans la religion, elles prendront l'aspect de personnage religieux. Si la personne ne s'intéresse n'est pas dans la religion, ni dans la science-fiction, ni dans des choses comme ça, les entités peuvent prendre un aspect de cryptide. En fait, elles se manifestent en fonction de nos croyances. Elles modifient leur apparence en fonction de nos croyances. Donc, on peut reconsidérer beaucoup de phénomènes paranormaux. Les phénomènes d'apparition de fantômes, par exemple, c'est clair que beaucoup d'apparitions de fantômes sont vraiment des fantômes, des âmes errantes. Ça, j'en ai parlé avec des passeurs d'âmes qui ont confirmé ça. Mais une grande partie d'apparitions de fantômes sont des phénomènes de glissement dans le temps aussi, puisque ça, c'est un phénomène dont on a beaucoup parlé et dont on reparlera. Mais d'autres apparitions de fantômes sont des entités sans âme qui prennent un aspect de décédé. Pourquoi elles font ça? Pour leurrer une personne, un passeur d'âme, un chasseur de fantômes, un médium, à
consentir aux entités pour qu'un attachement se crée, pour que l'entité puisse détruire la personne. Beaucoup de cryptides sont des animaux inconnus et des humanités parallèles. Si c'est des animaux inconnus ou des humanités parallèles et qu'une personne rencontre un cryptide, la rencontre peut faire peur au début, la rencontre peut émerveiller, peu importe, mais il n'y aura pas d'effet secondaire. C'est comme quand on croise un lion ou un tigre, si le tigre ou le lion ne mange pas, s'il n'y a pas de conflit, ça s'arrête là. Par contre, certains cryptides sont des entités sans âme, ou bien des néphilim, des hybrides entre anges déchus et humains. Et ça, on en reparlera, puisqu'il y a des hybrides qui ont été générés par les anges déchus, et il y a des laboratoires souterrains qui continuent de générer ces hybrides. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. On fera une vidéo spécifique sur ça. Et quand il y a des abductions, il y a aussi des manipulations génétiques. Donc, on fera à la fois une visite guidée où on parlera de Néphilim et aussi un podcast YouTube où on parlera de Néphilim. Je précise bien que la visite guidée et les podcasts sont complémentaires. Dans la visite guidée, on parlera un peu des Néphilim, mais le sujet sera tout autre que dans le podcast. Donc ça, c'est hyper important parce que j'essaye vraiment de différencier les choses. Donc voilà, c'est vraiment complémentaire. En tout cas, quand c'est un Bigfoot Néphilim qui est connecté aux anges déchus, ou un cryptide Néphilim qui est connecté aux anges déchus, ou une entité sans âme qui se fait passer pour un cryptide, là, il y a un lien qui se crée. Et ça peut aller très loin. Et on va en parler. Pourquoi ? Parce que les entités, elles manipulent. Les anges déchus sont capables aussi de manipuler. Je précise que les anges déchus, c'est les constructeurs de la matrice qui sont incarnés déjà dans cette fausse création, qui sont capables de s'incarner dans la matière. Et un des buts du reset, c'est de favoriser l'incarnation des anges déchus dans la matière. Les entités sans âme, c'est les entités qui reprogramment, qui sont issues de la matrice, de la fausse création, et qui reprogramment de l'intérieur la fausse création. Un ange déchu, ça serait le constructeur d'un smartphone. Les entités sans âme, ça serait les applications du smartphone qui peuvent la reprogrammer de l'intérieur. Donc ça, c'est important de faire la distinction. Que ce soit les entités sans âme ou les anges déchus, il y a toute une hiérarchie. Les anges déchus sont au-delà dans la hiérarchie par rapport aux entités sans âme, puisque ce sont les constructeurs de la matrice de la fausse création. Mais que ce soit anges déchus ou entités sans âme, ils sont capables de se manifester en fonction de nos croyances. Ils sont capables aussi d'utiliser nos systèmes de croyances, nos programmations, nos formatages pour se manifester. Parfois aussi, lors d'abduction notamment, ces entités sans âme se manifestent sous leur vraie forme. Et maintenant, je vais présenter 2 cas qui montrent à quel point ces entités sont manipulatrices et qui montrent à quel point les conséquences peuvent aller loin. Donc, et ça montrera le syndrome du contacté, comment ça se manifeste. Alors, le premier cas dont je vais parler, c'est le cas d'une personne que l'on connaît personnellement. C'est une personne que l'on a rencontrée, avec qui on est régulièrement en communication. Donc, c'est une personne extrêmement fiable. C'est une mère de famille, c'est une grand-mère également. Donc, c'est quelqu'un, je ne dirais même pas dans quel pays elle habite, mais c'est quelqu'un, de tout à fait fiable. C'est quelqu'un aussi qui mène
une recherche à son niveau, et c'est ce qui lui a très certainement sauvé la vie. Donc, c'est une dame qui s'appelle Madame S. Et Madame S, c'est une personne qui a vécu énormément de phénomènes paranormaux dans sa vie, notamment des phénomènes d'abduction, notamment aussi des phénomènes connectés à des apparitions d'entités, très probablement aussi une composante ciblage en réseau. En tout cas, c'est une personne qui a vécu énormément de phénomènes paranormaux. C'est quelqu'un qui a des dons de médium, mais qui n'en parle pas, qui est une médium silencieuse. Et c'est une personne donc qui a subi plusieurs abductions, notamment en 2020, une abduction avec des gris. Et ces entités grises, à partir de son abduction, lui se sont littéralement fixés à elle. Et c'est allé extrêmement loin. Donc je précise que pour moi, et ça n'engage que moi, les abductions de Madame S ont commencé bien avant 2020. Du reste, elle décrit des phénomènes de ciblage par les entités et des phénomènes paranormaux qui datent au moins de 2016. En tout cas, tout est absolument interconnecté. C'est absolument évident que ces phénomènes sont interconnectés. Donc, suite à des phénomènes paranormaux survenus en 2016, des phénomènes de poltergeist, des phénomènes de pensée intrusive, s'est suivi un ciblage en réseau. Et ça, c'est évident. C'est pour moi aussi, c'est très probable que dans son ciblage, il y a une composante humaine, entre guillemets, mais il y a aussi une composante entité. Donc, la vie de Madame S, en gros, c'est rempli d'expériences paranormales, et tout cela s'est renforcé à partir de 2016 pour culminer en 2020 avec cette abduction par des gris. Et lors d'une abduction par des gris, cette personne a subi des expérimentations absolument abjectes sur lesquelles je ne reviendrai pas. Heureusement, elle a été ramenée. Une fois qu'elle a été ramenée, et elle a gardé tous les souvenirs conscients de ces abductions, s'en est suivi des phénomènes qu'on peut qualifier de paranormaux. Par exemple, des odeurs épouvantables dans son appartement. Donc ça, c'est une chose. Des phénomènes aussi de disparition d'objets et de disparition de documents. Donc des phénomènes vraiment paranormaux, de disparition littéralement. Elle posait un objet sur une table et l'objet disparaissait. Donc ça c'est quelque chose d'hyper important à comprendre. S'en est aussi suivi des phénomènes où elle se réveillait avec des traces de griffures et tout. Même une fois, elle s'est réveillée avec des traces carrément sur l'œil. Donc, énormément de phénomènes comme ça. Donc, c'est là où il faut bien voir que tout ça est connecté. Et c'est un problème de beaucoup de chercheurs en normal. Beaucoup de chercheurs en paranormal verraient les phénomènes d'abduction, les phénomènes de disparition d'objets, les phénomènes de traces comme des événements séparés, alors qu'ils sont tous interconnectés. Ils sont tous connectés aux entités sans âme et tous connectés à ce syndrome du contacté. Donc,
Donc, s'en est suivi, et c'est allé vraiment crescendo, il faut bien le comprendre. S'en est suivi, s'en est suivi ça. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que cette Madame S, qui est une personne très dans la famille et tout, elle s'est retrouvée plus ou moins en conflit avec son compagnon, donc à tel point que voilà que la relation s'est pour ainsi dire terminée et sans raison apparente. Je précise que Madame S n'avait jamais parlé de ses expériences à son compagnon. Donc il y a eu des conflits avec son compagnon et des conflits avec le reste de sa famille. Donc ça, c'est encore typique du syndrome du contacté et des pensées intrusives. Cette Madame S a vécu aussi des synchronicités négatives qui la menaient dans des voies de garage. Par exemple, pour la location d'un bien immobilier, toutes des synchronicités ont fait qu'elle a déménagé d'un appartement, qu'elle a pris un appartement plus grand. Toutes les synchronicités étaient là pour qu'elle prenne l'appartement plus grand, et elle s'est retrouvée dans des difficultés financières terribles. Donc c'est très important à comprendre. Cette Madame S a également, suite aux événements donc de 2016 et de 2020, elle a développé des maladies chroniques hyper graves. Et heureusement que Madame S, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, et c'est quelqu'un qui a fait le lien entre son abduction, le ciblage et tout ce qui lui est arrivé. Sinon, sinon ça aurait pris des conséquences absolument terribles. Toujours est-il que depuis ces expériences, Madame S, ça n'arrête pas. Des phénomènes paranormaux n'arrêtent pas, des problèmes aussi de santé, et encore c'est atténué parce qu'elle en a pris conscience. Il y a un travail aussi sur elle, un travail aussi avec des thérapeutes et tout ça, mais globalement, ça a failli la détruire. Et ça, c'est typique d'un syndrome du contacté. On voit bien que les entités, quand elles font un lien avec une personne, elles détruisent à petit feu la personne pour justement lui vampiriser le louche. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que beaucoup de phénomènes paranormaux sont connectés à ces entités, puisque beaucoup d'abductés, de contactés, de médiums, mais aussi de cryptozoologues vont subir des phénomènes, vont subir littéralement des attaques par des entités, des attaques paranormales. Phénomène de poltergeist, phénomène de bruit dans la maison. C'est ce qu'a vécu aussi Madame S, des phénomènes de bruit dans la maison. Madame S aussi a vécu des phénomènes avec les entités des ombres qui sont connectées aux entités sans âme, comme on l'a vu. Et Madame S a aussi vécu plusieurs phénomènes de type MyLab, dont on avait déjà parlé. Et ces phénomènes de type MyLab, ils ressemblent à d'autres phénomènes MyLab dont on a déjà parlé. On voit que c'est vraiment on voit que tout est interconnecté. On voit bien qu'il y a eu un mécanisme de destruction de Madame S qui a été mis en place par les entités non humaines lors d'une abduction. Donc Madame S, ce qui la sauve, c'est d'avoir pris conscience de ça. Et il y a un gros travail sur elle, et donc c'est ce qui réussit à la faire rester, à la faire sortir la tête de l'eau, parce que
comme elle le dit, c'est vraiment fait pour la détruire. C'est vraiment fait pour la détruire. Et c'est pour ça que quand beaucoup d'ufologues, de chercheurs de vérité, très souvent influencés par le New Age, disent que les abductions, c'est un phénomène positif, c'est là pour nous faire évoluer, il faut demander aux abductés. Beaucoup d'abductés tombent malades, voire décèdent des suites des abductions. Et il y a même des phénomènes de disparition des abductés qui ne reviennent jamais. Et c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Simplement, c'est un grand tabou dans la recherche de vérité. Du reste, même les personnes qui pratiquent les HRE, ce que ces personnes traitent finalement avec le recul, c'est le syndrome du contacté. Autrement dit, les HRE, toutes les interférences détectées lors de HRE, c'est vraiment ce qui est connecté au syndrome du contacté. Et ça, c'est hyper important à le comprendre. Pourquoi ? Parce que les entités se fixent littéralement sur les personnes. Une fois qu'une personne est attaquée par les entités via les abductions, via les contacts, via des phénomènes paranormaux, via des apparitions de fantômes où les entités se font passer pour des fantômes, via aussi le channeling où les entités se font passer pour des frères de l'espace, mais en fait utilisent ça pour attaquer le channel, le syndrome du contacté se met en place. Heureusement, c'est à des degrés divers et variés. Et ça, c'est vraiment le processus de destruction par les entités non humaines. Et c'est vraiment hyper important d'en prendre conscience. Et maintenant, je vais parler d'un autre cas qui est beaucoup plus connu. C'est le cas de Scott Carpenter. Alors, Scott Carpenter, c'est un chercheur américain qui est décédé en 2023 ou 2024. Et c'était un spécialiste du Bigfoot, du Dogman et de cryptides. Donc on voit bien qu'a priori, ces sujets, pour quelqu'un qui ne connaît pas, n'ont rien à voir avec les entités sans âme. Donc, quand il avait une dizaine d'années, Scott Carpenter était chez lui, en train de jouer tranquillement dans son jardin, quand d'un coup, il voit une famille de Bigfoot. Donc là, il est complètement effrayé. Donc c'est les années 70. Et il rentre, il prévient, il dit à sa maman, maman, il y a des singes qui me regardent. Donc la mère ne le croit pas, mais elle sort et effectivement, il y a une odeur abominable, épouvantable. Donc la mère lui dit, assez stupidement du reste, tu as dû confondre un putois avec un Bigfoot. Enfin, il savait bien ce qu'il avait vu. Voilà. Donc, suite à ça, Scott Carpenter développe un stress post-traumatique, vraiment stressé, vraiment traumatisé. C'est exactement comme Deborah Hatswell, suite à sa rencontre quand elle avait 13 ans avec une entité de type Bigfoot en Angleterre, parce que ces types d'entités de type Bigfoot, on les trouve partout dans le monde. Certaines sont des humanités parallèles, et ça, c'est plutôt positif, mais d'autres sont des entités sans âme qui prennent l'apparence d'humanité parallèle. Deborah Hatswell, c'est pareil, syndrome post-traumatique, ça lui a bouffé complètement sa vie, pour dire les choses de manière très crue. Et c'est ce qui arrive à Scott Carpenter. Heureusement, Scott Carpenter arrive à une vingtaine d'années, et comme Deborah Hatswell, du reste, il commence à prendre du recul par rapport à son expérience, et il se dit, mais au fond, j'aimerais quand même bien savoir ce qu'il y a derrière ça. Donc là, il commence quand même à faire des recherches sur le Bigfoot et tout. Et de fil en aiguille, grâce à ses recherches, il commence à avoir moins peur. Et lui qui aimait beaucoup le plein air, il finit par refaire des randonnées. Et même
ça devient, au fil du temps, sa passion. Donc, c'est quelqu'un qui était passionné de randonnée, passionné de plein air et tout, passionné de nature, donc ça devient sa passion. Et à un moment donné, il est en train de pêcher, et là, il revoit carrément un Bigfoot. Donc là, vraiment, la passion le prend, et puis il a plusieurs rencontres de Bigfoot au fil du temps, même certaines rencontres qu'il a photographiées, et les photographies sont du reste disponibles dans ses livres. Il y a certaines photographies qu'il a prises qui sont vraiment très nettes et très impressionnantes. Donc, après, il commence à remarquer que les entités, que les Bigfoot, parce qu'il croyait encore que c'était des singes intelligents, mais des singes, se manifestaient quand même de manière extrêmement intelligente. C'est comme si les entités étaient connectées à lui. Et puis après, il prend des photos, et sur certaines des photos où il y a l'entité, il n'y a rien qui apparaît. Donc là, il se dit, il y a quand même quelque chose qui est au-delà d'un simple singe. Il y a quelque chose de paranormal. Mais voilà, il n'en pense pas plus. Un jour, il fait une observation de Bigfoot, donc on voit bien que ça devient hyper prépondérant dans sa vie, et il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il commence à voir des Bigfoot à sa fenêtre. Après, les Bigfoot commencent à rentrer dans son jardin, empiéter sur le jardin, et à mettre le désordre dans tout son quartier. Beaucoup de gens voyaient des entités, même de type Bigfoot. Il y avait des animaux qui disparaissaient, des animaux domestiques, des chiens, des chats qui disparaissaient, des poules qui disparaissaient. Même la première femme donc de Scott Carpenter, qui n'était pas ouverte à ça, un jour, elle voit un Bigfoot devant la porte et tout, donc ça commence. Donc là, il commence vraiment à se poser des questions. Il se dit, mais c'est ce que j'ai vu, c'est une créature qui n'est absolument pas humaine. En plus, ça commençait à avoir des conséquences négatives déjà sur son couple, beaucoup de conséquences négatives. Donc, il s'est dit, c'est quelque chose qui est démoniaque. Et puis, les entités apportaient des choses dans son jardin, même des crânes d'animaux. Un jour, il y avait même une croix en X qui avait été construite, qui était orientée parfaitement au nord, en plein dans son jardin. Que des choses comme ça. Tout ça, c'est documenté dans ses livres. Donc, c'est un cas extrêmement documenté. Son fils, du reste, a témoigné. Donc, Scott Carpenter, c'est aussi... Après un jour, quand il est dans la forêt, il voit un dogman, littéralement. Donc là, il se dit, mais Dogman et Bigfoot sont liés. Et il commence à comprendre que c'est les mêmes entités qui sont derrière ce phénomène. C'est les mêmes entités qui sont derrière. Il commence à vraiment comprendre et intégrer qu'il y a une composante paranormale. Donc, cette composante paranormale, et ça je le précise, ne doit pas faire oublier qu'il y a aussi des Bigfoot et des Dogmen qui sont tout simplement des humanités parallèles et des animaux inconnus. Donc les deux, l'un n'exclut pas l'autre. Et ça, c'est hyper important. Mais en tout cas, Carpenter était vraiment suivi par ces entités. Après, il a fait la corrélation entre les apparitions de ces Bigfoot et des disparitions mystérieuses. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à travailler avec David Paulides. Et Scott Carpenter, le fils de Scott Carpenter, du reste, dans une interview, révèle que David Paulides et Scott Carpenter ont vécu des phénomènes vraiment paranormaux quand ils travaillaient ensemble à la recherche de ces entités. De fil en aiguille, Scott Carpenter et David Paulides, mais ça, Paulides ne le dit pas, c'est selon le fils de Scott Carpenter, je le
précise, avaient compris qu'ils avaient affaire à une créature vraiment paranormale. Non seulement ça, mais une créature qui était capable de rentrer dans leur esprit. Par exemple, Scott Carpenter, il se rappelle que ces entités lui rentraient dans son esprit. Il les sentait rentrer dans son esprit quand il allait dans la forêt. Après, il avait des symptômes physiques, donc assez importants et tout, mais voilà, il voulait absolument comprendre. Un jour, il a réussi à recueillir de l'ADN de ces entités, donc on voit bien que c'est physique, matériel. Il a fait analyser l'ADN, et c'était de l'ADN moitié humain, moitié totalement inconnu. Et Scott Carpenter est arrivé à la conclusion que certains Bigfoot et Dogmen étaient des Néphilim, autrement dit, des hybrides entre humains et anges déchus. Donc, il explique très très clairement ses conclusions dans son bouquin, mais il se rend compte que certaines de ces entités étaient des hybrides entre humains et anges déchus. Donc là, on voit bien qu'il y a une connexion avec les abductions, puisque tout laisse à penser que les anges déchus participent à certaines abductions. C'est très certainement eux qui tirent les ficelles et que le but des abductions, c'est les hybrides, mais qu'il y a aussi une connexion entre les Bigfoot, les Néphilim, les cryptides et certaines installations souterraines connectées à la civilisation parallèle. Et ça, c'est corroboré par le témoignage de Deborah Hatswell, qui explique qu'à Cannock Chase, en Grande-Bretagne, où il y a énormément d'apparitions de cryptides. Du reste, Elisabeth de Caligny a fait une vidéo sur les dogmen de Cannock Chase. Il y a aussi une base militaire où ont lieu des expérimentations. Et parmi ces expérimentations, il y a la création de chimères mi-humaines, mi-animales. Et ça, c'est typique des expérimentations d'anges déchus. C'est typique de ce que disait du reste la Bible dans l'Ancien Testament, qui parlait de toutes ces chimères qui étaient faites par les anges déchus. Ça corrobore aussi le témoignage de Swali, qui parle d'anges déchus qui justement font des expérimentations pour créer des hybrides humains-animaux et humains-anges déchus. Donc tout ça, on voit que c'est corroboré. Donc quand il fait cette analyse, du reste, voilà, ça aurait dû faire la une des journaux télévisés du monde entier, comme bien évidemment tout le cirque de l'actualité, c'est une énorme mascarade. Il a été moqué, cassé et tout. Donc, ces recherches n'ont pas été prises au sérieux. Pourtant, c'est corroboré par d'autres scientifiques. Ça corrobore aussi indirectement le travail de Lloyd Pye, qui avait fait un travail avant de mourir, de manière extrêmement étrange du reste, en 2013-2014. Donc, voilà, c'est corroboré. C'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau. Et Scott Carpenter, voilà, c'était vraiment un chercheur extrêmement sérieux. Mais ces entités le suivaient et c'était vraiment, il était vraiment dédié à cette recherche parce qu'il vivait un enfer chez lui. Des problèmes de santé, des disputes, beaucoup de problèmes financiers et tout, comme en a témoigné son fils. Et à un moment donné, il rentre dans une forêt et là, les attaques sont plus fortes que jamais. Et à un moment donné, il sent qu'une entité rentre dans sa tête. Mais fait plus que rentrer dans sa tête, il sent que l'entité, littéralement, lui prend quelque chose. Des maux de tête, il a des maux de tête abominables, il en est malade, des maux de tête, des vomissements abominables et tout. Donc quand il sort, il appelle son fils et il dit à son fils plus ou moins j'ai été vraiment hyper attaqué par ces entités. Suite à ça,
sa santé a décliné et il est mort en 2023. Et selon son fils, tout ça s'est connecté à ses, à ses découvertes et aussi au fait que les entités se sont fixées à lui. C'est un exemple typique de syndrome du contacté. Et je précise qu'il est mort relativement jeune, il avait une 60aine d'années. Donc voilà, c'est pour expliquer la gravité, c'est vraiment expliquer la gravité du syndrome du contacté. Voilà, c'est pas quelques petits phénomènes paranormaux, c'est une destruction en règle. Il y a plusieurs choses à ajouter. Donc, David Paulides travaillait avec Scott Carpenter, beaucoup de choses ensemble, et lui, sans rentrer dans le détail, a subi des choses absolument affreuses, notamment la perte de son fils en 2021. Voilà, beaucoup de choses terribles. Donc moi, je me pose la question, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, la perte du fils de David Paulides n'est pas connectée à ces entités? Je précise bien que je spécule. C'est très important à dire. Mais en tout cas, on voit bien que, voilà, Scott Carpenter et David Paulides ne sont pas sortis indemnes de tout ça. Donc, on voit bien que quand une entité contacte quelqu'un, ou elle le contacte sous la forme réelle, à ce moment-là, c'est une abduction, c'est connecté à l'hybridation, c'est connecté aussi à des expérimentations génétiques, au vampirisme psychique, à l'extraction de louches et parfois à l'extraction d'âmes, ou bien quand les entités modifient leur apparence pour contacter, comme c'était le cas avec Carpenter, on voit bien que la personne n'en sort pas indemne, que l'entité s'accroche autour de la personne. Et là, ce qu'on voit, que ce soit le cas de Madame S ou que ce soit le cas de David Carpenter, ce qu'on voit, c'est une destruction progressive par les entités. On voit bien une destruction progressive par les entités. Du reste, Bill Bean avait rapporté un phénomène analogue avec quelqu'un qui avait justement retrouvé des poils de Bigfoot et ensuite avait subi des problèmes de santé et tout, heureusement, qui s'était rendu compte que c'était quelque chose de démoniaque et tout. Mais voilà, c'est quelque chose qui va très loin. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de passeurs d'âme, c'est pareil, beaucoup de channels, c'est pareil. Donc on voit ce phénomène de destruction. Et c'est connecté au vampirisme psychique pour extraire un maximum de louches et au phagocytage d'âme pour prendre les âmes. Donc ça, c'est hyper important. Beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience que les entités peuvent attaquer comme ça et qui s'intéressent à ça peuvent être pris. Par exemple, il y a un présentateur américain qui fait une émission à succès. Là, actuellement, sa femme, sans raison, est tombée malade, donc d'une maladie très, très grave. Moi, je suis persuadé que c'est connecté au travail de son mari, d'autant plus que son mari fait des interviews qui vont extrêmement loin. Simplement, il n'est pas conscient, à mon avis, que les entités peuvent impacter dans le quotidien. C'est même la manière dont elles nous attaquent, c'est vraiment dans le quotidien. Et le syndrome du contacté, ça va beaucoup plus loin que ça. On peut penser que certaines disparitions peuvent être connectées justement à ce syndrome du contacté. Alors par exemple, et on voit qu'il y a aussi une composante
humaine connectée à la civilisation parallèle dans le syndrome du contacté, même si c'est les entités en grande partie, il y a ce facteur humain connecté à la civilisation parallèle. Par exemple, il y a, un ranger, qui s'intéressait aux apparitions de Dogman, et suite à ça, il a subi des menaces de par voilà, ce qu'on peut appeler des gens de cette civilisation parallèle, d'aspect tout à fait humain. Après avoir subi ces menaces, lui, il a continué. Au bout d'un certain temps, il a disparu. Donc, il y a cette connexion avec les civilisations parallèles, l'ordre noir, l'ordre mystique du Nord et tout. Donc, il y a cette connexion. Mais il y a aussi le facteur des entités qui intervient. Ça, c'est évident. De toute manière, derrière la civilisation parallèle, il y a les entités. Ce que David Paulides a remarqué, c'est que beaucoup de personnes qui disparaissent dans les disparitions mystérieuses sont des scientifiques, notamment des physiciens. Or, les physiciens travaillent sur quoi? Sur la nature de la réalité. Donc, un physicien fermé d'esprit, bon, ça c'est fermé, c'est bloqué et tout, mais il y a des physiciens, et de plus en plus du reste, qui sont ouverts d'esprit, et qui vont comprendre que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être, particulièrement dans la physique quantique. Et ça leur ouvre des portes sur la nature de la réalité, ça ouvre aussi des portes sur la présence d'entités et sur d'autres réalités. Et ces gens-là, de par leur position, ils peuvent révéler des choses. Donc, ça devient dérangeant pour les entités. Donc, on peut émettre que certaines disparitions de physiciens, notamment lors de randonnées et tout, sont connectées à des entités sans âme qui les enlèvent parce qu'ils en savent trop. Donc ça, c'est hyper important. Du reste, Paulides en parle. Beaucoup de chasseurs aussi disparaissent. Alors vous allez me dire, mais les chasseurs, c'est peut-être parce qu'ils passent plus de temps dans les forêts et tout, peut-être. Mais comme ils passent plus de temps dans les forêts, il faut pas oublier qu'ils voient plus de choses. Et certains voient peut-être des choses qu'ils ne doivent pas voir. Et ça dérange les entités qui les font disparaître. Et il y a beaucoup plus de disparitions qu'on ne le pense qui sont connectées aux entités. Il y a aussi le phénomène des effacements, où des personnes sont effacées de cette réalité et où personne ne s'en souvient. Et ça, il y a des cas, par exemple, de cette personne qui rentre chez lui et qui pense voir son frère et sa belle-sœur. Et simplement, quand il arrive chez lui, il se rend compte que les affaires de son frère sont chez les parents. Il se rend compte que le frère dort à nouveau dans sa chambre et que le frère est là. Donc il demande à son frère, mais où est ta femme et tout? Et le frère le regarde comme ça, il a dit, mais je n'ai jamais eu de femme, tu es fou mon petit, tu es fou, je n'ai jamais eu de femme, je n'ai jamais été marié, jamais eu de femme, j'ai même jamais eu de copine. Et donc il dit à ses parents, mais qu'il arrête, le petit frère, il dit à ses parents, mais que grand frère arrête de se moquer de moi, et les parents le regardent, mais non, il a toujours vécu ici, depuis qu'il a quitté le lycée, depuis son bac, il vit ici, il vit ici, c'est un célibataire endurci. Or, le narrateur qui raconte cette histoire se rappelle que son frère était parti à l'université, qu'à l'université, qu'il avait rencontré une jeune femme de qui il était tombé amoureux, qu'ils s'étaient fiancés, mariés, qu'ils avaient une famille.
Et là, c'est toute la vie du frère qui avait été reprogrammée, puisque dans la nouvelle réalité, il n'était même pas allé à l'université et il n'avait jamais rencontré cette personne. Pourtant, ça faisait partie du quotidien de la famille. Personne ne se rappelait de la belle-sœur, sauf le, sauf le narrateur de l'histoire. Et ça, c'est connecté à des phénomènes d'effacement. Donc, il y a des phénomènes d'effacement qui sont aléatoires, tout ça, qui sont liés au jeu pervers de ces entités. Mais est-ce que certaines personnes, je ne dis pas que c'est forcément le cas là, ne pourraient pas être effacées parce qu'ils commencent à déranger? Et c'est pour ça que plus on prend conscience de ça, c'est ce que disait David Jacobs, plus on parle de ça, plus on prend conscience de ça, moins les entités peuvent nous attaquer, justement. Pourquoi? Parce que on devient conscient de ça, et elles attaquent par le subconscient. Une de leurs méthodes d'attaque, c'est notre ignorance. Et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est notre ignorance. Et ça, c'est hyper important. Parce que même Scott Carpenter, il connaissait donc la nature de ces entités, mais je pense qu'il ignorait qu'elles pouvaient attaquer à ce point. Et c'est bien comprendre qu'on a affaire à des entités qui attaquent collectivement et individuellement. Donc c'est super important d'être conscient de ça. Donc vous allez me demander, mais pourquoi certaines personnes sont attaquées et pas d'autres? Et là, on en revient à ce jeu des entités. Il y a une espèce de jeu pervers. En fait, comment déjà la matrice, comment les entités reconnaissent quelqu'un qui commence à déranger, à comprendre certaines choses, mais qui n'a pas forcément pris suffisamment conscience de l'impact de ça dans le quotidien, parce qu'il faut prendre conscience que les entités nous impactent dans le quotidien. Et ça, c'est le travail de Marzinski, c'est le travail de Paul Haidet sur les disparitions, c'est le travail du docteur David Jacobs aussi. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a des personnes qui prennent conscience, qui commencent à prendre conscience de ces entités, mais pas forcément suffisamment. Pas forcément des attaques dans le quotidien. Donc, quand les gens prennent conscience des entités, quand il y a une prise de conscience, la matrice repère les gens, puisque cette matrice fonctionne comme un système informatique, un ordinateur quantique. Quand la matrice repère les personnes, les entités vont surveiller la personne. Et par les pensées intrusives, elles vont manipuler la personne pour qu'elle cesse sa prise de conscience. Ça marche beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Si les pensées intrusives ne marchent pas, les entités sans âme mettent en place des synchronicités négatives pour ralentir la personne. Ou bien elles projettent quelqu'un dans la réalité, ce qu'on peut appeler un PNJ ou des PNJ, pour empêcher la personne de se réveiller, la faire revenir dans la matrice. Un petit peu comme ce qui se passe du reste dans le film Matrix, un petit peu quelque part comme dans le film L'Agent. C'est très bien décrit. Mais si tout cela ne suffit pas et que la personne continue, là, il y a une surveillance et des tirages au sort. En fonction du résultat du tirage au sort, où la personne est juste surveillée, et là, il y a des désagréments, mais ça ne va pas plus loin, ou bien la personne est détruite, littéralement par les entités. Il y a cette notion de surveillance, de tirage au sort, de jeu pervers entre les entités. Et ça, des abductés ont décrit qu'il y a un tri aléatoire des abductés, et certains abductés sont littéralement détruits. Et ça, j'en parle dans le livre Le plan secret du diable. Il y a ce jeu pervers de la part des entités, cette loterie. Donc ça, c'est hyper important à comprendre.
Mais quoi qu'il en soit, il y a cette surveillance des entités. Pourquoi? Parce que dans la matrice, c'est holographique, donc tout est interconnecté. Et les entités, le système est capable de repérer les personnes en cours de réveil. Et c'est pour ça que c'est très important que cette information passe, parce que pourquoi les gens sont repérés? Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants de la présence des entités. Et c'est normal, l'information ne circule pas. C'est pas ignorant au sens péjoratif, mais l'information sur les entités ne circule pas. Donc c'est hyper important d'être au courant de ces entités, puisque plus des personnes sont au courant de l'action de ces entités, moins elles pourront agir de cette façon. Et ça fait gagner du temps, puisqu'elles sont obligées de s'adapter. C'est pour ça que c'est hyper important que l'information circule. Ça, c'est fondamental. Même le docteur David Jacobs, c'est exactement ce qu'il disait. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, c'est toujours pareil. La clé, c'est vraiment d'utiliser nos capacités créatrices pour créer dans le quotidien un canevas de réalité où les entités sans âme ont beaucoup plus de mal à nous attaquer. Et ça, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien. Et essayer de rester dans un état de bonheur. Parce que quand on écoute parler le fils de Carpenter, on se rend compte que les entités l'attaquaient par des failles, par des moments tristes et tout. Donc c'est vraiment se créer son bonheur dans le quotidien pour toujours avoir créé un canevas de réalité qui vibre en octave au-delà des entités. Ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que individuellement et collectivement, on puisse créer une réalité, un canevas de réalité collective qui vibre au-delà des entités sans âme. Ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien, par des choses simples comme des promenades en forêt. Ça peut être même un bain de mer quand il fait beau. Ça peut être même faire un gâteau. Des petites choses simples. Il faut toujours chercher le simple et essayer de garder cet état. Et ça voilà, c'est garder cet état. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes par des sourires, ne serait-ce que par aider d'autres personnes, par être sympa tout simplement avec les gens pour que individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité voulue par les entités sans âme. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, c'est de fil en aiguille. Tout ça fait que individuellement et collectivement, on va créer un canevas de réalité qui vibre de plus en plus haut, au-delà d'un certain seuil. Comme les entités sans âme n'ont pas de connexion divine, elles ne peuvent plus projeter leur réalité. On finit, comme on est des êtres créateurs, par créer notre propre réalité, une réalité humaine. Et c'est ce qu'il faut faire au niveau individuel et collectif, c'est prendre conscience de qui on est, prendre conscience de ces entités, prendre conscience des pensées qui nous appartiennent et des pensées qui ne nous appartiennent pas. C'est vraiment faire un travail sur soi pour identifier les pensées qui nous appartiennent, des pensées qui ne nous appartiennent pas, puisque beaucoup d'attaques se font par les pensées intrusives. Ça, c'est clair que le syndrome du contacté est connecté aux pensées intrusives. Donc, ça, c'est fondamental. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail d'information, de s'informer, de connaissance de ce qui vient de nous, de ce qui vient de l'extérieur, il y a aussi en même temps tout un travail à faire pour justement soulager les failles dans lesquelles les entités peuvent s'engouffrer. Ça, c'est hyper important parce qu'elles profitent de la moindre faille pour s'engouffrer et pour détruire. Ensuite,
c'est vraiment se créer son propre bonheur dans le quotidien, pour que l'on crée une réalité humaine, tout simplement. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube Au-delà de l'illusion.